Bonjour à tous, nous sommes arrivés au pas à pas de généalogie numéro 24, comment ne pas se tromper de famille. Les chemins tortueux des homonymes. Et c'est juste histoire de bien se casser la tête et de réfléchir et d'enquêter. Par exemple, vous avez commencé à faire votre arbre et vous suivez votre arbre depuis un moment et en réalité, vous ne vous êtes pas aperçu que vous vous êtes trompé de branche. Et s'il n'y a pas quelqu'un derrière qui est proche de vous et qui s'en rend compte en fait de cette erreur, vous pouvez partir sur une généalogie qui est complètement fausse, qui ne vous appartient pas, dans laquelle vous ne faites pas partie en fait. Et comment est-ce possible? Et en fait, c'est tellement vite arrivé parce qu'il y a justement tous ces homonymes, c'est-à-dire un homme ou une femme qui porte le même patronyme et le même prénom. Et vous pensez que c'est un ancêtre? Peut-être que c'est pas du tout ça. On voit ça tout de suite. Donc nous voici avec Franciscus, qui a été trouvé dans les archives de 1710, et il s'appelait donc en français François Durand. Ce François Durand-là est à l'origine d'une longue succession de François Durand. On retrouve le père qui s'appelle François, le grand-père François, l'arrière-grand-père François, et dans le bas des actes, on voit aussi un François Durand dont on ne sait pas, lui, si c'est un cousin, un oncle, ou j'allais dire une tante, mais en tout cas c'est le parrain, ça c'est sûr et certain. Et donc dans une famille où il y avait beaucoup d'enfants, on peut se retrouver avec plein de François Durand, puisque chaque fils, s'il y en a 5, va donner le prénom François à leur fils aîné, et ainsi de suite, ça descendra sur plusieurs générations. Donc c'est une complication pas possible, on peut remonter parfois jusqu'à 7 générations ou davantage. Tout dépendra en fait du nombre de registres dans lesquels on va pouvoir remonter, s'ils sont existants ou s'ils ont disparu. Mais l'idée, c'est de, par respect pour l'ancêtre, garder la tradition à chaque génération et ainsi de pouvoir trouver en fait le plus loin possible qui est à l'origine de ce François Durand, en fait Franciscus, probablement écrit en latin à l'époque. Dans des vieux grimoires, si l'on arrive à trouver des registres très très anciens, ou des parchemins, ou des pierres tombales, si c'est le cas. Ensuite, quelles sont les astuces en fait qui pourraient nous aider à discerner tout ça, mais sans certitude? Eh bien, déjà, il y a une chose, c'est que certains François avaient peut-être été un petit peu malins en ajoutant un deuxième prénom. Donc on pourrait avoir Marie, Louis, Joseph. Comme c'était des fratries avec de nombreux enfants, il pouvait y avoir aussi un des enfants nés François, un des aînés, décédé tôt, et dont on reportait le nom sur un des enfants de la fratrie, peu importe sa place dans la fratrie. Mais ce prénom devait perdurer. Et on se retrouve avec tout un tas de François, tonton, oncle, grand-père. En fait, on ne savait plus très bien parce que les générations, finalement, se connaissaient, se retrouvaient. Puis bon, là, ça les fait bien rire de nous voir chercher comme ça. Autre chose aussi, il arrive parfois dans les petits villages que des curés avec un ego un peu surdimensionné choisissent de donner son prénom à tous les enfants nés, mâles. Et donc on a des tas de petits Franciscus dont le curé officiant a laissé la trace. C'était certainement voulu, ça cachait peut-être quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, dans des familles où c'était des villages où la terre était importante, la transmission de la terre, la cohésion de la famille, parce qu'il fallait quand même se nourrir et avoir des ressources, le fait de garder ce nom, ça permettait aussi de donner une originalité, en fait, de déterminer, toi tu proviens d'ici, regarde mon fils, il s'appelle François, donc on sait le reconnaître, on arrive facilement. Peu importe pour les étrangers de ne pas s'y retrouver, eux-mêmes s'y retrouver, parce qu'ils arrivent à se donner un nom comme François le Jeune, François le Vieux, François l'aîné, etc. Pour nous, c'est plus difficile, parce que cette place d'aîné ou de jeune, elle variait avec le temps et l'endroit. Donc ce ne sont pas des recherches faciles, et si vous mettiez à l'entrée d'un village en criant « François Durand », eh bien vous pouviez toujours avoir la tête que font ces grenouilles là sur la branche, parce que c'était vraiment compliqué.
Et puis, il y a un autre facteur, en fait, ce sont les filles. Alors, les filles, en général, héritent du prénom de leur marraine ou de leur grand-mère, de leur arrière-grand-mère. Donc, si l'arrière-grand-mère s'appelait Victorine, on a les petites filles et les filles qui vont s'appeler Victorine ou décliner sous forme de Victoire ou de Vicky. Et on arrive toujours à conserver, en fait, cette espèce de patrimoine immatériel qui est la reconnaissance de la famille. Il y avait une chose, c'est que si la fille avait fauté, entre guillemets, son patrimoine était le patrimoine paternel. Donc ça devenait un petit peu plus compliqué de retrouver sa trace, en fait, et certainement pas la trace du père. Donc vous voyez que c'est aussi tortueux ces recherches que ces cèpes de vigne qui sont là. Et il faut beaucoup de patience, et puis il faut beaucoup de réflexion, il faut prendre du recul aussi, il faut bien poser les choses et accumuler le plus de détails possible pour pouvoir arriver à dénouer ce genre de situation quand on a des homonymes. Et les mariages. Alors, c'est le moment des épousailles. Nous voici avec François Durand qui épouse Victorine Bras de Fer. Ils furent heureux et, au coin du feu, ils eurent beaucoup d'enfants. Et puis, quelque temps après, voici que se profilent à l'horizon de nouvelles épousailles. Et qui se marient François Durand et Victorine Bras de Fer. Parce que oui, il y en a deux, il y a deux couples comme ça. C'est arrivé, c'est pas la première fois. Ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Et le temps passe, on est à la campagne, les gens profitent de la vie, c'est-à-dire qu'ils travaillent dur. On va pas dire que c'est une vie facile. Là, François Durand, il est heureux parce qu'il a appris que son cousin, en fait, avait son fils aîné qui allait bientôt se marier. Alors là, on a un petit détail, parce que ce François Durand-là, il est meunier. Il exploite des moulins à vent. Donc, on a une référence en plus à noter dans notre carnet. Et le fils François Durand qui va se marier, enfin son cousin éloigné, c'est un maraîcher. Son père était maraîcher, et il va se marier, ça y est, avec, devinez qui, Victorine Bras de Fer. Une troisième et un troisième. Donc là, ils furent heureux, ils eurent beaucoup, beaucoup d'enfants, on pouvait même en avoir jusqu'à 12, sans problème, et donc tout le monde était heureux parce que le nom perdurait, les terres étaient conservées, ça s'entraidait, ça se partageait les tâches, et pendant ce temps-là, vous êtes dans la gadoue, en train de marcher comme vous pouvez, à essayer de démêler tout ça, parce que vous n'êtes plus sur le terrain, eux, ils arrivent à reconnaître tout. Donc nous allons repasser de l'autre côté du miroir. Je vous attends pour vous donner quelques petites astuces pour pouvoir arriver à essayer de structurer tout ceci. Je vous reprends tout de suite. Nous voici de l'autre côté du miroir et je vais vous donner des astuces en fait pour clarifier cette situation. C'est une nécessité absolue et impérative de clarifier la situation. Donc, la meilleure façon, c'est d'utiliser votre logiciel. C'est tellement facile. À la main, on peut se tromper beaucoup plus facilement. Le logiciel est programmé pour pouvoir corriger les dates et ne pas avoir de problème de ce genre. Si vous avez un compagnon à quatre pattes, faites comme moi, laissez-les se mettre à côté de vous, ça déstresse et c'est très bien. Entrez les noms, entrez les prénoms, les dates de naissance, les lieux, les parents, les grands-parents si vous les avez, les parrains, les marraines, tout ce que vous avez sous la dent, vous le rentrez dans la fiche de l'individu pour pouvoir vous aider à reconstituer en fait les fratries. Ensuite, la deuxième astuce, ce sera justement élargissez vos recherches parce que vous ne pouvez pas vous contenter à ce niveau-là de la petite famille toute simple. Il va falloir mettre tous les frères et sœurs de tous les côtés. Et au plus vous allez remonter, au plus vous allez trouver de fratries, au plus vous allez trouver d'indices. Donc vérifiez dans ce cas-là qui sont les parents et qui sont les grands-parents. L'astuce numéro 3, ce sera de créer une frise chronologique. Alors une frise toute simple. Vous allez prendre des feuilles A4, comme ceci, et vous allez les coller. Alors en général, moi j'en prends 4, comme ça j'ai du jeu. Alors je vous montre une frise qui a déjà servi, je vous montrerai l'autre côté dans un instant. Vous tracez une ligne horizontale et vous allez poser des jalons.
et vous allez poser des jalons avec les dates que vous allez trouver. Donc le premier individu que vous allez trouver, aussi loin que ça remonte, vous allez le noter. Ensuite, au fur et à mesure que vous découvrez des individus, vous allez poser les jalons qui sont les plus proches. Et après, alors moi j'évite de les écrire au crayon parce que ça gomme et puis ça fait des saletés. Je les écris au feutre et je superpose un papier dessus si jamais il y a une erreur. Et il y a souvent des erreurs, hein. Alors ensuite, ce que je fais, c'est que je prends avec un feutre de couleur et j'entoure les familles. Et donc du coup, je mets les parents au-dessus. Et j'arrive à voir une ligne de temps dans laquelle je peux reconstituer en fait les noyaux familiaux, en fait. Voilà. C'est un brouillon. Donc c'est pas quelque chose sur lequel vous allez faire une présentation par la suite, parce que ça va être vraiment n'importe quoi. Si vous voulez faire quelque chose de bien présenté, vous pouvez télécharger sur internet des frises chronologiques que vous trouvez dans les cours d'histoire par exemple. Donc la frise chronologique, c'est une bonne assistance. Ensuite, il y a dans ce genre de famille la complication des mariages avec les frères et les sœurs. C'est-à-dire, pas les frères et sœurs qui se marient entre eux. Non, c'est un beau-frère qui va se marier avec une sœur, ou une sœur qui va épouser le frère, enfin, voilà. Tout ce que vous pouvez imaginer. Il faut penser qu'en fait, ils vivaient dans des communautés assez étroites par rapport à la vie actuelle. Ils déplaçaient à peu près à 30, 40, parfois 50 km à la ronde. Et donc, ces communautés de jeunes se rencontraient au même endroit, forcément fréquentaient les mêmes personnes, et il pouvait y avoir des mariages qui étaient faits dans la même famille, donc deux sœurs qui épousaient deux frères, par exemple. Du coup, ça complique en fait les recherches, mais ça vous aide en même temps, parce que vous pouvez toujours trouver le patronyme du jeune homme et le patronyme de la jeune fille. Je vous montre un exemple. Les dates aussi, il faut penser que les dates de mariage pouvaient être les mêmes, parce que pour éviter en fait de perdre de la main-d'œuvre, c'est-à-dire pour éviter de se retrouver sans main-d'œuvre au moment où on en avait besoin. Faire un mariage à l'époque, c'était surtout la nourriture, hein. Les cadeaux, c'était pas quelque chose de très courant. On n'avait pas des mariages somptueux dans des milieux modestes comme ça existe à l'heure actuelle. Ce genre de mariage, en fait, se passe où? Souvent dans les campagnes, dans les petites villes. En grande ville, il y a moins de place, donc c'est plus difficile à organiser. Et ça se passe en France, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Italie, partout dans l'Europe judéo-chrétienne. C'est quelque chose d'assez fréquent. Les épousailles arrivent, et là, eh bien, la situation peut parfois se compliquer. Je vous montre tout de suite, je vous emmène dans l'ordinateur et vous allez voir. Donc nous voici sur un tableau que j'ai reconstitué, en fait, où on trouve Monsieur Durand-François, époux de Mademoiselle. Et on va essayer de déterminer les relations. Alors c'est un tableau sans date et sans lieu. C'est vraiment le plus simple possible parce que c'est le tableau débutant. Hein, on pourra le compliquer par la suite si on en a envie, enfin s'il faudra le compliquer par la suite. Donc on a François et on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 4, 6, 7 François. Ce qui est beaucoup. On a la chance quand même d'en avoir deux qui ont un deuxième prénom, Martin et Jean, et le troisième qui s'appelle le Jeune. J'ai pu déterminer qu'en fait, ils étaient à la François Durand le Jeune était à la génération 7, qui était le SOSA 128. Le 258, c'est son père, donc François Durand, et son grand-père, c'est le SOSA 512 à la génération 9, et c'est son grand-père. Et donc on a d'autres François dont on ne sait pas dont ils sont issus. Deuxième chose sur ce tableau, ce sont les mariages. Alors on voit que les François ont épousé des demoiselles Lambert, Bras de Fer, Rémiche, Bras de Fer, Robert, Bras de Fer et Mergot. Et on a les épouses, hein, donc François c'est Mergot Marie-Françoise, François c'est Bras de Fer Marianne, mais on a François qui est Bras de Fer Victorine, pardon, en SOSA 259, donc c'est son épouse à François. Et puis on a Lambert Marie-Jeanne qui est l'épouse de François, SOSA 513. On ne sait pas
le lien de parenté, en fait, avec les autres qui sont ici. Donc on a plusieurs bras de fer, on a 1, 2, 3 bras de fer, et on a une Victorine. Donc on a parlé tout à l'heure du mariage de François Durand et de Victorine bras de fer. Ensuite, dans la deuxième colonne qui se trouve en dessous, on a Jean Martin, Jean Hubert, Jean-Baptiste et Henri Martin. Et des Martins, il y en avait pas mal. Des gens aussi, forcément. Mais le Martin devenait le deuxième prénom après François. Et on ne sait pas s'ils sont les frères de François. Pas du tout. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont épousé 2 demoiselles bras de fer, Anne-Joseph et Marie-Thérèse. Ce qu'on ne sait pas, si c'est est-ce qu'elles sont sœurs, et est-ce qu'elles peuvent être sœurs de Marianne ici, ou de Victorine? Ça, on ne sait pas. On n'a pas les dates, hein, donc on ne peut pas savoir. Ou à la limite, est-ce que Pontiane est une de leurs sœurs aussi? Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faudra clarifier. Donc c'est noté ici dans la colonne qui est là. Et enfin, on a Jean-Baptiste dans nos découvertes des Durand, Jean-Baptiste et Henri Martin, qui ont épousé également 2 sœurs, les sœurs Loupe, Marie-Catherine et Marie-Joseph. Et je vous dis 2 sœurs, mais j'en suis pas sûre. C'est une question, en fait il manque le point d'interrogation, donc c'est une question à poser. Et pourquoi sont-elles notées dans ce tableau? Parce que le nom de famille ne parle pas avant, mais tout simplement parce que là c'est un Durand, donc il fait partie du même noyau familial, là c'est une alliance, et si c'est une alliance, il faut voir s'ils sont dans le même village ou pas, et puis ça va vous compléter en fait vos fratries. Et enfin, on a un Martin, ici, qui est là, et qui n'est pas le frère de François. Ça, c'est sûr et certain, parce que ses parents ne sont pas François qui se trouve là, c'est le fils de Martin. Mais qui est ce Martin-là? Donc, Martin, fils de Martin, est-ce que c'est ce François Martin-là, qui est le grand-père? Peut-être, on ne sait pas, hein, ça a pu dériver. Donc, il faut faire une recherche. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que il a épousé une bras de fer Marie-Françoise. Alors, bras de fer Marie-Françoise, est-ce qu'elle est à cette génération 9? Est-ce qu'elle est à la génération 8? On ne sait pas. Ou il y a deux 8. Hein. Il y a un indice qui quand même pourrait être troublant, c'est qu'elle s'appelle Marie-Françoise. Et il y a une Mergot Marie-Françoise, donc il faut qu'on vérifie si par hasard, cette Mergot Marie-Françoise n'est pas la Marie-Françoise qui a donné son nom de baptême à bras de fer. Donc vous voyez que dans toutes ces informations, il y en a beaucoup, on n'en a pas encore assez, parce qu'on n'est pas capable de discerner qui est qui. Il faut la carte, j'allais dire la carte vitale. À l'heure actuelle, ça se fait avec la carte vitale, c'est bien plus facile. Il faut absolument trouver les dates et les lieux, et puis non seulement ça, essayez de trouver les métiers, parce que ça peut être intéressant aussi de pouvoir déterminer, comme je vous ai montré dans la vidéo il y a quelques minutes, le métier de meunier, par exemple, pouvait se transmettre de père en fils, le métier de maraîcher, c'est pareil. Donc voilà. Voilà votre travail de recherche et je vous souhaite bon courage. Si d'aventure vous rencontrez un tel cas dans votre généalogie, alors ce cas que je vous ai présenté est quand même assez compliqué parce que ça impliquait quand même plus d'une vingtaine de personnes, c'est quelque chose que j'ai rencontré, j'ai changé les noms pour pouvoir vous expliquer l'histoire, mais il n'est pas impossible que vous rencontriez le cas avec 4, 5 ou 6 personnes. Je vous souhaite beaucoup de joie à découvrir tout ça, à démêler tous ces nœuds, et à partir à la recherche, à la découverte de nouvelles informations qui vont vous apporter en fait de l'eau dans votre histoire familiale, plein de choses que vous allez probablement découvrir. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à présent, ça me fait toujours plaisir de voir que vous me suivez, et je vous dis à la semaine prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager pour pouvoir faire partie de ce monde de la généalogie. Je vous dis bye bye, à bientôt.